Alors, je vais peut-être me permettre de répondre. Bien sûr, parce qu'effectivement, enfin, en peu de mots, hein, on trouvait intéressant d'avoir le témoignage de Valérie, parce qu'on est en face d'un cas probablement assez rare, d'un praticien qui clairement manque de déontologie, d'éthique et qui est complètement sorti du cadre. Et ça aurait pu se produire hors du cadre numérique, probablement dans cette relation d'abord à distance, via le numérique, via des entretiens Skype, ça a été probablement un facteur très aggravant. Et à contrario, et on va en parler, vous qui avez créé IPSI, vous avez justement cherché à coller au plus près du cadre justement de la consultation en psychologie. Donc c'est probablement sur ce terrain-là que vous avez envie d'intervenir. Enfin, effectivement, voilà. C'est quand même une question que je connais un petit peu, hein, l'idée de la thérapie en ligne, c'est quelque chose moi que je travaille depuis longtemps. Alors effectivement, vous l'avez dit, hein, dans votre expérience, il y a une chose qui ressort et qui est évidente, c'est l'absence totale de cadre. Hein, c'est-à-dire qu'Internet, c'est un espace qui est extrêmement varié. Moi, je le compare souvent à un espace où il y a plusieurs lieux, et certains lieux vont être sécurisés, d'autres non. Alors, je vais juste terminer, mais voilà. Donc, quand on va consulter dans la réalité, je dirais, un clinicien, on est dans un espace protégé. Hein. On le retrouve à son bureau. Alors, ça peut être dans une institution, dans un cabinet privé. Le lieu est bien identifié. On vous explique que ce qui est dit dans le lieu ne sortira pas du lieu. C'est même ça qui fonde, justement, vous parliez d'alliance, l'alliance thérapeutique, et les conditions de l'entretien et du suivi. C'est-à-dire qu'un suivi ne peut même pas être efficace s'il n'y a pas de cadre, en fait. Vous voyez, le cadre contribue à l'efficacité. Alors là, dans cet espace, cette jungle, on va dire, d'Internet, vous avez rencontré ce psychanalyste qui vous propose justement un suivi. Et si vous voulez, voilà, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne peut pas coller, en fait, si vous voulez, par rapport à la démarche d'un professionnel. Hein. Voilà. Alors moi, bon, pour parler un peu de mon travail rapidement et comparer, on va dire, le cadre que j'ai mis en place et que j'expérimente depuis un certain nombre d'années maintenant avec votre expérience, si vous voulez, quand même, le problème fondamental qu'on rencontre quand on veut exporter le cadre de l'entretien clinique sur Internet, c'est le problème de la confidentialité des données. Et aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui est réglé. Hein. Je veux dire, même au niveau de la télémédecine et des applications de santé, on est loin du compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas de règles, pas véritablement en tout cas. Alors, je modère mon propos parce qu'au niveau de la télémédecine, il faut savoir que les données de santé, aujourd'hui, en France, elles sont stockées sur des hébergeurs qui sont particuliers, les hébergeurs de données de santé. Mais les psychologues sont à la frontière, vous voyez, de cette légalité-là. Ce qui permet notamment ce genre d'écart, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous ne sommes pas médecins. Voilà. Alors du coup, c'est une vague sur laquelle moi j'ai surfé parce qu'effectivement, mon travail de recherche se fondait sur le fait d'avoir un outil exploitable, d'abord pour de la recherche, hein, parce que moi j'ai commencé à travailler au téléphone, pour tout vous dire. Moi, mon premier job en tant que psychologue, hein, j'étais pas chercheur, c'était écoutante au numéro vert pour l'enfance maltraitée, le 119, je pense que vous connaissez peut-être dans la salle. Voilà. Alors la pratique du psychologue au téléphone, ce qu'on appelle la téléphonie sociale, c'est quelque chose qui est loin d'être nouveau. Ça existe depuis une trentaine d'années au moins, hein, en France et en Europe. Et du coup, si vous voulez, quand j'ai travaillé au téléphone, je me suis rendu compte aussi des limites du téléphone. Alors pour moi, l'idée, c'était que la vidéoconférence en tant que technologie représentait un avantage potentiel si on arrivait à l'inscrire dans un cadre qui était protecteur, on va dire, à la fois pour le patient, mais aussi pour le professionnel. Parce que nous, en tant que psychologue, vous parliez de transfert et de contre-transfert. Alors il se trouve que moi, je suis familière avec la théorie psychanalytique, hein, en plus. Les professionnels sont mal à l'aise aussi face à ces technologies. On en parle peu. C'est vrai qu'on parle beaucoup des patients qui doivent s'adapter, etc. Mais je pense que du côté des professionnels, vous l'avez dit, hein, il y a une question de formation qui est fondamentale et qui n'est pas au point aujourd'hui, en France notamment. Hein, donc on travaille tous dans des cadres qui sont un peu personnels, chacun se débrouille comme il peut. Beaucoup de psychologues, pas seulement psychanalystes, vont sur Skype parce que c'est pratique, parce que le patient, il a déménagé, il est à l'étranger, il est immobilisé, ne serait-ce que, je sais pas, une fin de grossesse, les premiers mois après l'accouchement. Vous voyez, des choses ne sont pas forcément très pathologiques, mais il y a beaucoup de psychologues qui travaillent sur Skype aujourd'hui, je dirais en secret, chacun dans leur coin. Et ça, c'est un vrai problème, si vous voulez, parce que du coup, il n'y a rien qui est institué, les patients ne s'y repèrent pas du tout.
Encore une fois, Skype, c'est un cadre qui n'est pas adapté parce que les données qui transitent par Skype appartiennent à Microsoft. Skype, c'est un outil qu'on utilise avec sa famille, avec ses amis. On n'est pas du tout dans un contexte professionnel. Alors voilà, donc comment adapter ce cadre? Moi, j'ai une petite expérience avec mon petit outil que j'ai développé avec les moyens du bord dans le cadre de mon doctorat au départ et puis qui continue depuis. On a des serveurs à nous, c'est-à-dire que les données, on garde la main dessus. On colle à la législation. Là, il y a le RGPD qui est sorti. On est très content parce que la CNIL était quand même un peu absente du paysage pendant des années. On cherche, si vous voulez, à se rapprocher au mieux des décrets, notamment là, celui sur la téléconsultation qui est sorti en juin de la part de la Haute Autorité de Santé. Alors, même si on n'est pas, du coup, vraiment directement concerné parce qu'on est psychologue, on essaye de coller aux cadres qui sont proposés par les ministères en France. Alors, pour info, sachez que aux États-Unis, depuis 2013, on a un guide pratique qui a été repris par le Québec en 2013, donc qui est disponible en français sur Internet, de la télépsychothérapie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un peu de retard et qu'il serait temps d'avoir des cadres qui protègent encore une fois à la fois les patients, mais aussi les professionnels. Vous évoquez la place du corps, du regard sur Skype. On voit que la personne, en gros, en plan américain, comme ça. Comment vous le gérez quelle est votre vision des choses? C'est le cas de le dire. Oui, merci pour la question. Alors, déjà, pas sur Skype, en vidéoconférence. Oui, voilà, pardon. Skype, oui, parce que sur Ipsy, vous êtes en visioconférence. En visioconférence, mais en fait, on a un module de visio qui est totalement indépendant et qu'on a intégré dans le site, donc c'est pas du tout Skype. Oui, pardon. En fait, il y a beaucoup de programmes de vidéoconférence. Je veux dire, Skype, c'est juste un exemple. Naturellement. Mais, alors oui, effectivement, tout ça, si vous voulez, c'est des choses très particulières. C'est-à-dire que faire un entretien en vidéoconférence, c'est pas la même chose qu'un entretien en présentiel. Quelqu'un qui bat des jambes, qui a des impatiences, qui tremble, etc. Enfin bon, c'est pas la même chose, quoi. Tout à fait. On n'a pas ces infos-là. Oui, alors en même temps, quand on est en face à face, parce que si vous voulez, après, il y a, encore une fois, la question du cadre, elle se pose aussi au niveau des méthodes. Quand vous parliez de psychanalyse, une analyse, normalement, c'est quelque chose, une thérapie où on s'allonge et où on ne se voit pas. Voilà. Alors moi, le cadre qui est proposé, par exemple, sur Ipsy, c'est le cadre de l'entretien clinique en face à face. Donc on est dans le bureau avec le psychologue, on discute. En général, dans ce cadre-là, on ne voit pas forcément le bas du corps du patient, parce qu'il y a le bureau quand même, donc on ne regarde pas en dessous. Après, c'est vrai que par contre, la question du cadrage, c'est-à-dire la façon dont le patient va se montrer, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et de tout à fait nouveau parce que justement dans le bureau, on le voit toujours de la même façon. Avec une caméra, on peut choisir d'être dans une pièce qui est plus ou moins éclairée. Déjà, dans quelle pièce on se met, si vous voulez, ça a du sens, c'est pas anodin. On peut choisir de se mettre proche de la caméra et d'avoir un effet finalement qui déforme presque le visage parce qu'on est trop près, ou au contraire d'être très loin. Et là, on voit plus très bien. On peut être seul, il peut y avoir quelqu'un qui passe dans la pièce où on se trouve au moment de l'entretien. Il y a énormément de variations, si vous voulez, par rapport à un entretien classique. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dégager justement ces spécificités-là pour voir aussi ce qui pouvait être dangereux, on va dire, pour le cadre psychothérapeutique, ce qui pouvait représenter un plus, comment le thérapeute peut utiliser ces nouvelles informations qu'il a. Il y a aussi la question du retour caméra, c'est-à-dire que en général, en vidéoconférence, quand vous êtes en communication avec quelqu'un, vous vous voyez en même temps. Vous voyez, donc ce retour caméra, c'est encore un élément nouveau par rapport à une communication classique en présentiel. Comment on l'intègre? Alors nous, sur Ipsy, on a fait le choix de laisser la main au patient, c'est-à-dire qu'il va choisir s'il préfère se voir ou non. Pendant la séance, il ne changera pas, pour pas inciter non plus, si vous voulez, le patient à jouer avec l'image, parce que justement, on est dans un contexte où l'image est prédominante, vous voyez, dans la relation. Et donc, il faut pouvoir justement remettre, j'ai envie de dire, à sa place la téléconsultation par rapport à la consultation classique. C'est pas la même chose. C'est ça que vous appelez la relation en miroir, le fait de se voir comme ça Oui, alors il y a une dimension, si vous voulez, narcissique dans l'usage qu'on a des écrans de manière générale. En fait, l'écran, c'est d'abord un miroir. Je ne sais pas si vous connaissez cette série Black Mirror, que moi j'aime beaucoup,
écrit quelques articles dessus, parce que justement, c'est un miroir, l'écran. Et alors, on a tendance à se mettre en scène en utilisant les écrans. Et notamment sur les réseaux sociaux, c'est très visible. Hein, on devient un personnage. Et on joue avec son identité, vous voyez. Mais là, on s'éloigne de ce que j'appelle la relation intersubjective qui doit exister dans un travail psychothérapeutique. C'est une rencontre entre deux sujets. Hein. Et alors, comment favoriser cette rencontre dans la distance des corps, en fait? C'est ça la question. Je vous laisse la parole. Oui, je pensais simplement que la relation déontologique était très importante en fait et qu'elle se jouait dans un face-à-face, que ce soit un face-à-face virtuel ou un face-à-face concret. Et par ailleurs, la relation des corps, je ne sais pas si il y a un dévoilement de soi sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important de travailler cette question aussi, comment on se dévoile par les mots, pas forcément par un face-à-face, mais par les mots, par le ressenti, par ce qu'on va dire de soi. Et je pensais que c'était intéressant de poser cette question et quelle déontologie pour le dévoilement de soi sur Internet en fait.